J'ai situé ma communication autour d'une date charnière dans l'histoire de l'éducation des femmes en France. En fait, c'est l'année 1880 qui marque avec la législation de Camille C le début de l'ouverture d'un plus grand accès aux études supérieures pour les jeunes filles. Non sans, bien sûr, comme on a eu longtemps l'habitude de le faire, on le fait peut-être encore, donc sans parsemer leur cheminement d'embûches. Heureusement, certaines, par leur persévérance et par leur obstination, vont arriver à briser les barrières. Ces figures de femmes savantes qui se font de moins en moins rares dans la société française et occidentale deviennent aussi les héroïnes de bon nombre de romans de la Belle Époque. Souvent caractérisées par leur tendance virile, par leur idéologie féministe, par leur anti-masculinisme, entre guillemets, notamment parce qu'elles choisissent le célibat et refusent le mariage, et par leur véhémente lutte pour l'égalité des sexes, elles se placent dans l'affiliation de l'Amazone, guerrière redoutable de l'Antiquité grecque, vivant dans une communauté de femmes affranchies de la loi des hommes. Deux œuvres à l'aube du XXe siècle, Les Vierges fortes de Marcel Prévost, paru en 2 tomes en 1900, et Les Cervelines de Colette Hiver, publiées en 1903, présentent des personnages féminins où la figure mythologique de la guerrière se retrouve de manière latente. Les œuvres de Prévost et d'Hiver mettent en scène des personnages de femmes savantes aux prises avec un dilemme caractéristique d'une grande partie des romans du XIXe siècle, représentant des figures de femmes non conventionnelles, soit le choix entre le mariage et le célibat, entre vie familiale et vie professionnelle, et donc, en d'autres mots, le choix de demeurer la femme traditionnelle ou de devenir une femme nouvelle. Les 2 tomes des Vierges fortes de Marcel Prévost racontent l'histoire de 2 sœurs qui se joignent à un groupe de féministes pour mettre sur pied l'École des arts de la femme, une école laïque qui enseigne aux filles un métier et des idéaux féministes. Je cite, « Il s'agit de faire de la jeune fille, de faire de la femme une personne, avec la liberté, la volonté, l'initiative individuelle que signifie ce simple mot. » Ce projet, qui vise à élever des vierges fortes, exige de ces entrepreneureux, bien sûr, d'être des modèles à suivre et de laisser derrière elles la femme traditionnelle. Si cette condition semble naturellement convenir à leur chef de file, Romaine Pirnitz, et à l'aînée des 2 sœurs, Frédéric, elle sied moins à la plupart de ces femmes tiraillées entre l'Ève ancienne et l'Ève nouvelle. Quelle est donc cette femme nouvelle? C'est une femme qui hérite des traits de l'Amazone sans pourtant que sa féminité ne soit remise en question. En effet, la sororité, le célibat, l'indépendance et le pouvoir au féminin, caractéristiques de la guerrière antique, sont des valeurs cultivées par la Vierge forte, qui est un idéal de la femme nouvelle. D'abord, comme les Amazones avaient bâti une société en marge de la civilisation lorsque les hommes les avaient abandonnés sans défense pour aller à la guerre, Pirnitz et son groupe, dont Frédéric est le membre le plus actif et le plus fidèle, forment une communauté en marge de la société, dans le but, je cite, d'attaquer et de réformer les mœurs à travers l'éducation des jeunes filles qu'elles cherchent à protéger de l'assujettissement par cette guerre symbolique contre les fondements de la société patriarcale. Mieux instruites, les jeunes filles ne seront plus esclaves, c'est le mot du roman, d'un homme ou victimes du célibat. Elles pourront s'autosuffire par l'apprentissage d'un métier qui ne soit pas nécessairement féminin, comme la couture par exemple, et se sentir égales à l'homme, libérées, je cite, soustraites à l'odieux état de chair à plaisir, de chair à maternité. Les jeunes filles, sous la tutelle de leur marraine, pourraient alors se délester de leur statut d'objet et devenir sujets, maîtresses absolues de leur destinée. Pour ce faire, il leur faut briser 2 chaînes, celle de l'argent et celle de l'amour. Je cite le roman. La société contemporaine où s'épanouissent les vieilles traditions autoritaires assujettit la femme à l'homme par l'argent et par l'amour. L'argent que gagne l'homme et dont il fait vivre la femme est une des chaînes par où il la tient. L'amour, où il est considéré comme vainqueur, elle comme vaincue, où il choisit, où il impose, où il violente, l'amour où la femme, malgré le mensonge des poètes, subit réellement un esclavage, est l'autre chaîne. Ainsi, l'éducation, la transmission des idéaux et des savoirs aux générations futures de jeunes filles, parce qu'après tout, le mot d'ordre de cette communauté de femmes, de l'œuvre entreprise par les personnages féminins de Prévost et
je cite, « Ne te contente pas de t'affranchir, vis pour l'affranchissement de tes pareils ». Donc cette transmission aux générations futures et le célibat éradiquerait l'ordre ancien de la société parisienne considéré par la narration comme étant frivole, ironique, sensuel, et permettrait aux Vierges fortes de refaçonner la société française. En fait, une fois l'égalité des sexes conquise, le but de Pirnitz et de ses consoeurs est, je cite, « de créer des femmes très supérieures aux hommes existants ». Selon elle, la femme régénérée doit régénérer ses maîtres, elle sera la prêtresse de l'avenir, dominant les religions discutées ou mortes, par elle le vice mauvais disparaîtra, les Vierges fortes referont le monde. Pour accéder à cet état supérieur, donc, au statut de Vierge forte, il lui faut justement renoncer à l'amour et au mariage. En fait, bien que les femmes nouvelles soient libres de leurs choix et de leurs actes, elles se divisent quand même en deux types hiérarchisés. Je cite, « L'Ève future est d'abord une jeune fille, comme le fut l'Ève initiale à son apparition légendaire. Mais comme celle-ci, elle peut devenir épouse. La Vierge forte, au contraire, est un type d'idéalité, de liberté féminine. La Vierge forte, peut-on aussi lire dans le tome 2, est, je cite, la plus parfaite expression de l'Ève prochaine. Son état est supérieur, plus noble que celui de la femme mariée, même si celle-ci avait déjà adhéré avant son mariage à certains idéaux féministes. En fait, la chasteté de la jeune fille est prônée par les féministes dans les Vierges fortes, moins par souci de la tradition, qui exige donc la virginité de la jeune fille avant le mariage, que par la volonté de s'affranchir complètement de l'homme. L'amour et le mariage n'arrivent pas à échapper à la dynamique binaire de l'homme, ce sont les mots de l'œuvre, donc tyran et de la femme vaincue, donc de l'homme dominateur et de la femme soumise, puisque, je cite l'œuvre, « Tous les hommes sont pareils et la vieille loi qu'ils imposent aux femmes est invariable, maître ou ennemi ». Ce que le deuxième tome des Vierges fortes va prouver. D'une part, les hommes mènent une guerre contre l'école construite par Pirnitz et son groupe et réussissent à les enchasser, à en faire une école de jeunes filles comme toutes les autres, sous les yeux de l'Église et la loi des hommes. Et d'autre part, Léa, donc la deuxième des deux sœurs, épouse Georges, à qui elle demande de lui enseigner comment devenir une Ève nouvelle digne de lui qui est l'homme affranchi par excellence. Et entre vous et moi, à la lecture des deux romans, on se demande vraiment de quoi il est affranchi, puisque les règles sociales semblent déjà écrites en sa faveur. Ainsi, seule l'Ève nouvelle qui parvient à incarner un avatar moderne de l'Amazone antique, dans la mesure où elle continue de refuser le mariage ou l'association avec un homme, qu'elle mène une vie libre en tant que sujet actif, responsable de son sort et de celui de ses sœurs, qu'elle est prête à défendre et à élever de façon à créer une société meilleure pour la femme. Seul cet être robuste, selon une expression du roman, ou seule cette ouvrière héroïque de l'affranchissement de la femme mérite d'être appelée Vierge forte. Si l'espoir de bâtir une armée de Vierges fortes était en puissance à la fin du premier tome, les rêves s'écroulent avec l'effondrement de l'œuvre et de la communauté fraîchement bâtie dans le deuxième tome. Les membres du groupe dirigé par Pirnitz désertent leurs fonctions à tour de rôle pour revenir à un statu quo dont le poids à porter semble beaucoup moins lourd que celui de l'affranchissement de la femme. La liberté se trouve désormais pour toutes, sauf pour Pirnitz et Frédéric, du côté du mariage et de la maternité. Léa, la fausse Vierge forte, n'a pas pu vivre selon les attentes des deux femmes qui l'ont élevée vers l'émancipation. Au contraire, elle a abdiqué et a suivi le chemin de sa mère biologique, soit celui de la passion. Bon, évidemment, l'idée vient du roman. Je pense qu'en ce moment, Pirnitz et Frédéric luttent à Paris contre de rudes obstacles pour affranchir les femmes de l'autorité, de la protection, de l'amour de l'homme. Elles croient que tel est leur devoir. Et moi-même, ce fut longtemps ma croyance. Maintenant, je suis sûre que mon devoir est de demeurer près de toi et de t'aimer. Ces paroles que Léa dit à son mari, Georges, réitèrent le discours moralisateur qui assigne à la femme une place d'épouse et éventuellement de mère dans la société. Parfaitement consciente de ne pas pouvoir échapper à ce rôle et à sa position de, je cite, serve de l'homme, vaincue dans l'amour,
Léa n'est plus capable d'endosser l'idéologie féministe et confirme sa posture de femme soumise lorsqu'elle déclare à son époux, donc une autre belle citation, « Si je ne suis qu'un pauvre être encore emprisonné dans le passé, elles ont raison. J'abdique vraiment et je déchois en me donnant à toi. Oh, ne me trompe pas, toi qui es meilleur, plus lucide et plus fort que moi. Révèle-moi à moi-même, dussé-je défaillir et déchoir, je veux tout de même t'appartenir. Et je serai la vaincue, et je serai l'ancienne esclave, et je me courberai. Mais pour toi qui es tellement l'affranchi, l'homme de la cité future, je voudrais t'apporter en moi l'Ève prochaine, la seule épouse digne de toi. » Ce qui nuirait donc à la cause féministe et à la formation d'une vraie communauté d'Amazones qui vaincrait les lois et les normes établies, c'est bien les femmes elles-mêmes qui n'arrivent pas à se voir en dehors de la dynamique du couple imposée par l'hétéronormativité. Même l'affranchissement de leur sexe semble devoir passer par les enseignements d'un homme dit plus fort. Paradoxalement, Léa accède après sa mort au statut de martyr pour la cause des femmes. L'une de nous est morte, tuée par sa foi, déclare Pirnitz. Qu'importe si sa vie fut belle, qui de nous n'accepterait une pareille destinée? Léa fut la Vierge forte élève prochaine, devançant le temps par une destinée merveilleuse. Léa est l'une de nos saintes. Toute religion nouvelle a ses martyrs. Pourtant, Léa n'a pas pu être Vierge forte. Elle est morte pour avoir quitté l'œuvre de ses consoeurs. S'il était resté avec elle à Paris, elle n'aurait pas péri au bras d'Amari et elle aurait affirmé sa posture d'Ève nouvelle. La rime n'est pas voulue, c'était un beau hasard. Donc, Léa est morte de ne pas avoir suivi Georges à la fin du premier tome et de ne pas avoir persévéré dans le projet pour l'affranchissement des femmes à la fin du deuxième tome. Léa est donc victime des tensions entre tradition et modernité, mais victime tout de même et non pas vierge forte. Sa maladie même représente un retour à l'ancien ordre, puisqu'elle la place dans la position de la femme éternellement malade, rôle longuement occupé par les personnages littéraires féminins. Le seul succès de Léa aurait été de vivre une très brève relation de couple, où une supposée égalité des sexes régnait. Pourtant, tout le monde sait bien qu'Ève n'est pas Lilith, qu'elle a été créée à partir d'une côte d'Adam, et qu'elle n'était donc pas forcément son égale. Avec la mort de Léa, désormais connue sous le nom de son mari et non plus sous son nom de jeune fille, on ne peut voir cette égalité des sexes factice se réaliser. Léa est enterrée dans l'attente de la cité future, d'où émergera l'Ève prochaine à laquelle Pirnitz et Frédéric croient encore, mais qu'elle voit difficilement émerger dans la France du XIXe siècle. 3 ans après la publication des 2 romans de Marcel Prévost paraissent Les Cervelines de Colette Hiver, mettant en scène 2 personnages féminins dignes du titre de Vierge forte. Les futurs dont rêvent Pirnitz et Frédéric s'incarnent dans ce que Colette Hiver appelle la Cerveline, soit une femme savante. Or, n'est pas Cerveline toute femme d'esprit, mais toute femme qui, je cite les mots d'Hiver, méprise ces occupations matérielles qui conviennent à la femme, la cuisine, la couture, l'ordre matériel de la maison, et qui n'accepte pas de se sacrifier pour le plaisir de ceux qu'on aime, à comprendre son époux et les membres de sa famille. En d'autres mots, est Cerveline toute femme qui se fait amazone, s'affranchissant de l'homme et des normes sociales, voyant dans le célibat et dans l'accomplissement personnel une libération. Dans le roman, elle n'est pas une femme homme ou une femme virilisée, du moins pas physiquement. En fait, la Cerveline reste femme, mais investit sa féminité dans d'autres aspects que ceux qu'on lui attribue traditionnellement, soit le charme, la séduction, la passion et le cœur, se rapprochant alors symboliquement du masculin. La première fois que le mot fait son apparition dans le roman d'Hiver, c'est dans la bouche de Jean Cécile, qui prévient son ami Tisserel du danger d'aimer une femme comme Jeanne, une jeune médecin, donc une Cerveline. Bien qu'elle garde des caractéristiques féminines, pureté, bonté et vertu sont citées dans le roman, elle ne peut pas appartenir à la même catégorie que les autres femmes aux yeux de Cécile, qui dit « Les romanciers ont dénoncé le danger des coquettes, le danger des aventurières, le danger des dévergondées. Mais il y a le danger des Cervelines, qui est peut-être le pire parce que les autres, au moins, c'étaient des femmes. Menteuses ou vicieuses, avec des mots ou malproprement, elles nous aimaient.
Elles faisaient comme elles le pouvaient l'acte de charité. Elles étaient des compagnes, niaises ou perfides, brutales ou méchantes, mais des compagnes. Celles-là sont des cervelles, de belles petites cervelles qui portent de jolies robes, des attraits, de la grâce, qui ont gardé de la femme et de la meilleure. Tout, tu entends bien, tout, sauf le cœur, et le cœur souvent même, sauf l'amour. Comme la femme est traditionnellement associée au cœur plutôt qu'au cerveau, être une femme savante est incapable d'aimer la place dans un état d'exception. Si elle reste femme, elle l'est en marge de toutes les autres vraies femmes. Celle qui aime, qui accepte de se sacrifier pour l'autre, l'homme, celle qui ressemble finalement davantage à Henriette Tisserel, la sœur du médecin amoureux de sa collègue Jeanne, jeune fille modèle, morte d'une maladie incurable, le type par excellence de la femme malade, fragile, passive. Sans cœur, la Cerveline paraît aux yeux du personnage masculin, mais aussi du point de vue de la narration du roman, je cite, « un monstre, une erreur de la nature ». Cette femme à cervelle hypertrophiée, dont les œuvres faisaient le délice d'une élite d'hommes, dont le pari intellectuel raffolait, penseuse virile, créature d'art, chose d'esprit dont tout l'être tenait entre les deux pariétaux. Aussi féminine qu'elle soit, la femme savante n'échappe pas à la virilisation puisqu'elle ose, en poursuivant des études supérieures et une carrière, mener un mode de vie masculin. Ainsi est-elle décrite comme, je cite, « mi-homme, mi-femme, en même temps jolie et virile, gracieuse et sans gêne, espèce de petit homme, créature phénomène qui n'a ni l'esprit d'un homme, ni le cœur d'une femme, une nature déformée, une tête farcie de science, une âme sèche, une anomalie. » Ces cervelines, dont il y a des masses à Paris selon le narrateur, qui ne croient pas que l'amour puisse valoir la gloire, que la tendresse ne dépasse le savoir et le cœur, le cerveau, représentent un véritable danger pour le statu quo parce qu'elles bouleversent les relations entre l'homme et la femme et remettent en question le modèle familial, notamment par leur refus du mariage et de la maternité. Le choix du célibat par les Cervelines se fait au nom de la liberté de la femme d'être et de faire ce qu'elle désire et au nom de la communauté des humains. Si Jeanne, médecin, et Marceline, professeure d'histoire, cherchent à trouver un accomplissement personnel, les deux veulent, chacune à sa façon, contribuer à l'avancement de la condition humaine, ce qui à leurs yeux justifie admirablement leur choix du célibat, comme l'exprime l'une d'elles, Jeanne. Je la cite. « Moi, ma chère, sans mari et sans enfant, je me trouve une femme absolument complète, et si vous le voulez, quoique je m'en inquiète fort peu, dans l'engrenage social, j'estime que je fonctionne admirablement. Quoi ? Je fournis chaque jour 8 à 10 heures de travail à des études qui portent sur le soulagement de l'infirmité humaine. De mes mains, j'opère et je soigne les malades, je les guéris, je cherche des formules de science plus sagaces ou plus fortes que celles qui ont été dites jusqu'ici. J'apporte au mouvement général une pareille contribution, et vous oseriez dire que je ne fais pas mon devoir. » Contrairement au portrait peint d'elle par la narration, ces femmes ne tentent pas de mettre à mal le modèle familial, mais de permettre à la femme de choisir sa propre destinée. Jeanne a toujours été insensible à l'amour et au mariage, ce qui la rendait supérieure aux yeux de la professeure d'histoire, qui est, quant à elle, saisie de doute lorsqu'elle tombe amoureuse de Jean-Cécile, tentée de renoncer à tout pour lui. Cependant, après réflexion, elle s'empêche de tomber dans le piège de l'amour, comme Léa dans Les Vierges fortes. Elle revient à ce que sa raison lui dictait au début du roman, soit au fait que le mariage représente une perte de son identité propre. « Que serais-je alors, se disait-elle, que deviendra ma personnalité ? Madame Cécile, je serai Madame Cécile. » Cette impossibilité d'être autre chose que la femme de quelqu'un est considérée par Marceline, qui voit, je la cite, dans le mariage la perte de sa liberté, de cette absolue tranquillité intellectuelle si favorable au travail, l'impossibilité d'une tâche qui l'aurait demandée toute, comme un retour à un état d'aliénation. Le mariage avec un homme qui exige d'elle le renoncement à sa carrière pour se consacrer à des activités domestiques ramène Marceline à un rôle qui sied peu à cette femme dont la mission naturelle est purement intellectuelle, selon la narration. Une fois mariée, la femme est dépossédée de sa liberté d'être et de faire. Je cite. « Alors Marceline se reportait au temps où, seule en face d'elle-même, elle jouissait d'une vie si ample, semblait-il, d'une idée si libre. Ce qu'elle concevait, elle l'exécutait sans contrainte, sans influence.
De quoi pouvait-elle être capable depuis qu'elle connaît ces gens? Et que serait-ce après l'union? Pourrait-elle seulement penser à sa guise, ou alors qu'elle reproche de cette âme exigeante si elle lui dérobait son esprit? Ainsi Marceline préfère-t-elle le célibat, non pas parce qu'elle est incapable d'aimer un homme, mais parce qu'elle ne peut sacrifier sa liberté pour lui, parce qu'elle préfère être mariée à ses livres, ce qui lui rendrait possible l'essor absolu qu'il lui faut, quitte à être seule dans la vie, comme toutes les autres cervelines. Le mariage, c'est bon pour les hommes. Cette déclaration de Jeanne au début du roman est également endossée par Marceline à la conclusion des Cervelines, dont les personnages féminins sont beaucoup plus convaincus que les femmes de papier de Marcel Prévost de leur nouvelle place et de leur nouveau rôle dans la société, même si ceux-ci sont récusés par la narration. Jeanne et Marceline, vouées à la solitude des Cervelines, sortent quand même indemnes de leur mésaventure avec les personnages masculins, alors que ces derniers sont brisés par leur amour pour ces femmes sans cœur, sorte de femmes fatales intellectuelles. À la fin du roman, la jeune fille typique Henriette Tisserel, qui est, selon le narrateur, symbole de la plus douce, de la plus touchante tendresse féminine, meurt et emporte dans sa tombe le féminin conventionnel remis en question par Jeanne et Marceline. L'amour s'en va, murmure Jean-Cécile pour clore le roman, et avec la mort de la jeune fille meurent les relations homme-femme et le modèle familial au fondement de la société du XIXe siècle. Le discours sur les femmes savantes véhiculé par ces avatars modernes de l'Amazone a été nuancé au fil des progrès dans la condition des femmes, sans toutefois se délester d'une condamnation plus ou moins franche et sévère, du moins au tournant du XXe siècle. Marcel Prévost et Colette Hiver ne massacrent pas leurs héroïnes à la fin de leurs romans comme les héros grecs avaient l'habitude de vaincre les Amazones à la fin des récits mythologiques, mais ils s'assurent de souligner l'impossibilité d'être femme et savante à la fois, du moins sans se voir délaissée et dénigrée par la société, vouée à la solitude. Ces femmes qui évoluent en marge de la société, qui décident de faire fi de ses attentes, bouleversent non seulement l'identité féminine, mais aussi le modèle hétéronormatif du mariage et de la femme sur lequel la société occidentale se bâtit. L'homme est alors également menacé par cette nouvelle condition féminine, même s'il occupe toujours le centre, même s'il demeure du côté du statu quo. Il ne faut cependant pas croire que ces femmes non conventionnelles s'imposent comme nouveau modèle, comme l'a rappelé Jane Misme, l'une des collaboratrices au journal La Fronde. La femme traditionnelle, dit-elle, n'a point encore disparu, mais il en existe une autre en face d'elle qu'on a baptisée la femme nouvelle. À côté et à la suite de romans comme ceux de Prévost et d'Hiver, paraissent des œuvres comme La petite mademoiselle d'Henri Bordeaux, Davidé Biraud de René Bazin et La réfugiée de Pierre Gourdon, où des figures féminines traditionnelles s'imposent. D'autres romans, comme Princesse de science et Les Dames du palais de Colette Hiver, mettent en scène des personnages de femmes nouvelles qui sont toutefois inévitablement ramenées à l'ordre. Comme Léa, ces femmes de papier choisissent le mariage comme forme de liberté après avoir expérimenté, avec un regret manifesté a posteriori, un mode de vie affranchi de la loi des hommes. Tout est donc à refaire en attendant le retour des Amazones. Merci.